L'autre point, effectivement, qu'il s'agit d'aborder, c'est finalement, au regard de ces phénomènes, donc de ces phénomènes de pacte d'actionnaires, de ces phénomènes de contrôle, je dirais, par des droits de vote doubles. Et si on a en tête un petit peu les différentes catégories d'actionnaires que l'on a évoquées en débutant ce module, il faut se poser la question du mode de contrôle et de la façon selon laquelle les entreprises sont contrôlées ou pas. Et aujourd'hui, de façon un peu schématique, on distingue deux grandes catégories d'entreprises, des entreprises qui sont vraiment contrôlées, ça veut dire qu'il y a un actionnariat via les droits de vote qui exerce un contrôle assez étroit, ou en tout cas qui a la capacité à exercer un contrôle assez étroit sur les dirigeants, et les entreprises dites plus managériales, ces entreprises où là, on n'identifie pas, même avec des pactes, il n'y a pas de pacte d'actionnaires, il n'y a pas un acteur au niveau de la gouvernance qui plus que les autres, est en mesure de contrôler les dirigeants. Et d'ailleurs, on appelle ça entreprise managériale parce qu'on a le sentiment que ces entreprises sont davantage sous l'influence des managers et que la gouvernance n'a pas forcément une prégnance et une influence extrêmement lourde. Alors, si on revient sur ces deux catégories de modes de contrôle, s'agissant des entreprises contrôlées. S'agissant des entreprises contrôlées, on dit qu'une entreprise est contrôlée par soit un actionnaire, à ce moment-là, l'actionnaire en question détient la majorité des droits de vote, ou quelques actionnaires, donc une famille ou une autre entreprise, ou comme je le disais, un fonds. Si je reviens sur BNP, aucune entreprise ou aucun actionnaire en particulier ne détient suffisamment de capital pour contrôler réellement la structure. Donc ici, le plus souvent, on se souvient d'une entreprise familiale. Rappelez-vous de l'exemple, il y a quelques slides de L'Oréal. L'Oréal est une entreprise contrôlée par une famille, donc la famille Bettencourt. La question est de dire, bon, à partir de quel seuil on peut dire que l'entreprise est contrôlée. Donc, soit vous avez la majorité absolue des droits de vote, et ça ne se discute pas, vous avez le contrôle. Mais comme dans le cas de L'Oréal, vous avez parfaitement la possibilité, avec une minorité de blocage, autour de 33%, en tout cas plus de 30% des droits de vote, vous avez, dans une société anonyme en particulier, vous avez la possibilité, pour le moins, de bloquer les décisions, et la plupart du temps, si vous n'avez pas de gros actionnaires à côté, vous avez la possibilité de véritablement contrôler les décisions des managers. Voilà. En dessous de ces seuils, en dessous de la minorité de blocage, quand je parlais des seuils 10, 15, 20 ou 25, alors évidemment, vous n'avez absolument pas la majorité, avec simplement 20 ou même 25% des droits de vote, mais il faut regarder à côté si vous avez des actionnaires aussi importants. Et si vous avez 25% des droits de vote, et qu'à côté de vous, le plus gros actionnaire qui arrive en deuxième à 3, 4 ou 5%, on peut quand même considérer que c'est vous, avec 25%, qui avez la capacité à contrôler le plus efficacement le management. Et donc, on va parler d'entreprises contrôlées, y compris dans des sociétés où le plus gros actionnaire se situe à 20, 25%, même 15%. Donc, on le voit dans le cas de Renault, où l'État possède 15% des droits de vote, voire 17% récemment. Très clairement, l'État a une influence. Alors, est-ce qu'il contrôle complètement Renault? Sans doute pas. Mais je pense qu'au-delà de 10%, vous avez une influence notable sans forcément parler de contrôle. Autre élément sur ces entreprises contrôlées, on s'aperçoit, et ça se voit notamment dans le cours de bourse et dans l'évolution du cours de bourse, on s'aperçoit que ces entreprises ont une réputation, et ça se mesure par un certain nombre d'études académiques, de mieux défendre les intérêts des actionnaires parce que la direction de l'entreprise ferait l'objet d'un contrôle un peu plus effectif, notamment via le conseil d'administration. Donc voilà, et on s'aperçoit sur plusieurs études scientifiques sur les rendements donnés par ces entreprises-là, effectivement, qu'on a le sentiment que les rendements offerts par les titres de ces sociétés est un peu meilleur. Alors, si on parle maintenant des entreprises managériales, ces entreprises managériales, elles sont caractérisées par le plus gros actionnaire qui détient une part très faible du capital, souvent moins de 5%. En France, on a l'habitude de citer Danone comme une entreprise de ce type-là, où le plus gros actionnaire est en dessous de ces seuils-là.
On pourrait, BNP aussi, hein, avec un premier actionnaire étatique, État belge à 10%, on est à la limite de ce type de modèle. Hein. Ce sont des entreprises où il n'y a pas d'entente ou de pacte, donc d'une manière ou d'une autre, une dizaine de petits actionnaires qui auraient 2-3% ne sont pas liés et donc ne peuvent pas contrôler une société. Il n'y a pas donc pas d'entente ou pas de pacte. Et alors là, ces entreprises managériales, pourquoi d'ailleurs on les appelle entreprises managériales? C'est parce qu'on considère que ce sont les managers, et en particulier le directeur général, qui est souvent d'ailleurs aussi un président directeur général, c'est lui qui maîtrise un petit peu la situation. On verra un petit peu l'influence de ces deux catégories de contrôle, entreprise contrôlée et entreprise managériale, l'influence sur la composition d'ailleurs du conseil d'administration, et on voit qu'elles ont la réputation de moins bien prendre en compte les intérêts des actionnaires. Alors, ça n'est qu'une réputation parce que, évidemment, aujourd'hui, même si vous avez plein de petits actionnaires, ce sont souvent des actionnaires professionnels. Une grosse partie des titres sont détenus par des investisseurs institutionnels ou des fonds d'investissement. Donc dire qu'il n'y a pas du tout de contrôle sur le management, c'est peut-être un petit peu excessif, mais en tout cas, on sait très bien que ces entreprises, on a affaire souvent à des top managers, des dirigeants qui sont quand même assez puissants et sur lesquels les conseils et les assemblées générales n'ont pas toujours beaucoup de prise. Hein. Donc on voit bien effectivement que dans ce cas-là, le dirigeant a tendance à dominer souvent son conseil. Vous n'avez pas, on y reviendra, de représentant des actionnaires très précisément dans ce conseil. Donc il a ce qu'on appelle, je dirais, en théorie économique, une latitude managériale qui est beaucoup plus importante. Et donc le contrôle par le conseil d'administration est moins prégnant. Je ne dis pas qu'il est absent, mais en tout cas il est moins prégnant. Et donc cette latitude managériale est quand même beaucoup plus significative dans ce type d'entreprise, d'où ce terme d'entreprise managériale.